Comme un lion ou comme une gazelle, nous courons tous les matins ici dans cette émission et tâchons de garder notre ligne, bien entendu. Et notre invité dans ce studio, c'est bien entendu notre expert, consultant en tout cas sur les questions minières. Mais après lui, on aura successivement Aliouba au téléphone, monsieur Makanera Alussein Kake, ancien ministre de la République, et puis Sekou Kounono également du FNDC, qui interviendront respectivement au téléphone pour faire leur bilan des 2 ans du CNRD. Totia, bonjour, bienvenue une fois encore. Bonjour M. Diallo, bonjour à tout le monde. Merci toujours pour votre disponibilité. Talibé Bari. Le bilan du CNRD au bout de 2 ans de transition a été en tout cas marqué par une forte activité économique, en tout cas du point de vue des négociations sur le Simandou et des décisions qui ont été prises pour renforcer le cadre légal de la gestion du secteur minier. Quel aperçu peut-on avoir du bilan minier du CNRD? Merci pour la question. Vous savez, en tenant compte de l'outil principal qui encadre, en tout cas qui organise les grandes réformes au cours de cette transition, c'est le PRI, c'est le programme de réforme intermédiaire. À l'intérieur de ce plan de réforme intermédiaire, le secteur minier occupe une place prépondérante parce que quand vous prenez les 5 axes stratégiques, au moins il y a 3 axes qui ont un lien avec le secteur minier. Et globalement, quand vous prenez ces 3 axes, il y a au moins 42 actions liées à des réformes dans le secteur minier. Et sur ces 42 activités, vous avez au moins 11 qui ont fait l'objet de réformes ou de mise en place. Et donc quand vous regardez globalement, il y a eu beaucoup d'annonces en termes de réformes dans le secteur minier, beaucoup de volonté de changement, mais qui sont heurtées à ce qu'on peut appeler en fait des facteurs structurants dans le secteur minier. Et ces facteurs structurants, c'est premièrement, c'est la géopolitique internationale, deuxièmement, c'est la finance, donc c'est l'argent, et troisièmement aussi, c'est des facteurs socio-économiques, même environnementaux, qui ont fortement ralenti les résultats sur le terrain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être en possibilité de dire que, par exemple, sur le dossier Simandou, que la gente s'y est bien prise, puisque le président en a fait une priorité, en témoigne la gestion de ce dossier depuis la présidence par le ministre directeur de cabinet, M. Djiba Diakité. Oui, vous savez, il y a eu beaucoup de non-dits en ce qui concerne le Simandou. D'abord, c'est par rapport même à l'opportunité d'engager ces négociations, ce qu'on a appelé les accords cadres. Il y avait déjà des travaux en œuvre avant l'arrivée du CNRD et puis des avancées majeures, mais il y avait aussi beaucoup d'acquis au temps d'Alpha, parce qu'il y a ce qu'on ne dit pas dans les accords sur le Simandou au temps d'Alpha. Il y avait même la possibilité de construire une aciérie à l'horizon 2036. Donc c'est vrai que c'était un projet qui était principalement piloté par Winning Consortium. Donc Winning et Rio Tinto étaient plus ou moins en dehors de ces activités. Et ce que le CNRD et qu'il faut mettre à leur actif, c'est le retour de Rio Tinto dans le projet, et ce qu'on a appelé aussi les 15% entre guillemets gratuits. Donc l'opacité et la question qu'on peut poser sur la régularité même des négociations menées, parce que quand on regarde le code minier quand même, pour réformer ou bien en tout cas pour changer ces accords, il fallait passer par un certain nombre de processus, notamment l'avis de la Commission nationale des mines, le CNT, etc. Donc on a vu que ça a été mené de façon plus ou moins unilatérale et solitaire à partir d'un comité. Donc en bypassant ces deux entités, donc le CNT et pour le moment, parce que ce n'est pas parti au CNT et la Commission nationale des mines n'a pas été associée à ces réformes-là. Donc ça a été mené de façon très solitaire et puis surtout de façon très logé à la présidence de la République, et même le ministère des Mines n'était pas très imprégné dans ces négociations. C'est le ministre chef de cabinet qui gère. Oui, on a vu. Et donc, vous avez vu, il y a eu tellement de non-dits que c'est tout dernièrement, on s'est rendu compte avec l'annonce du PCA de Rio Tinto que ce qu'on peut appeler des 15% gratuites, en fait, ce n'est pas de la gratuité, parce que l'option du port en eau profonde a été abandonnée. Et c'était déjà un acquis avec Winning Consortium. Donc, l'arrivée de Rio Tinto aurait pu renforcer déjà les acquis qui étaient là, mais on se rend compte que l'option du port est abandonnée. Pourquoi avoir abandonné l'option d'une infrastructure aussi importante dont on parle tant depuis qu'il est question de Simandou? Oui, ça parce que tout simplement,
on n'a pas une lecture claire du contenu des accords signés. Parce qu'on nous a dit ici que la Guinée a obtenu 15% de participation gratuite dans les infrastructures du Simandou. Bon, cette gratuité-là, est-ce qu'elle était liée en échange de l'abandon de certains aspects des infrastructures, notamment le port qui est très coûteux quand même en termes de financement? C'est ce qu'on est en train de comprendre plus ou moins ces derniers temps. Il y a encore des choses qui ne sont pas révélées dans le cadre de ces infrastructures du Simandou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principal gain de la Guinée dans ce type de projet, c'est d'abord les infrastructures. C'est à la fois les infrastructures portières, mais aussi c'est les infrastructures ferroviaires. Donc on a vu quand même que cette perte de l'option du port en eau profonde n'est pas forcément dans l'intérêt de la Guinée, parce que ce port peut servir à désengorger le port de Conakry, mais créer aussi un nouveau pôle économique à partir du corridor sud qui est Forikaria. Donc c'était vraiment une option qui n'était pas tellement très bonne en ce qui concerne son abandon. Bien. Ah oui, Emmanuel. Peut-être sur la même lancée, moi j'ai une inquiétude avant la question qui suit, c'est que si on estime que le projet en eau profonde, du port en eau profonde est abandonné, est-ce que cela a une répercussion finalement sur le chemin de fer, puisque le chemin de fer devait conduire de la mine vers le port? Bêtement, j'ai envie de comprendre, est-ce qu'il y a une incidence? Et puis en termes d'acquis, il y a également comme, le fait que le CNRD a réussi à obtenir une fixation du prix de référence de la bauxite guinéenne en soi. Quelle retombée pour le secteur minier? Oui, en fait, il n'y a pas d'impact immédiat. Le chemin de fer, c'est obligatoire parce qu'on ne peut pas transporter le fer depuis, comment on appelle ça, Damaro, ou en tout cas la mine de Bela jusqu'au niveau de Forikaria par camion. Ce n'est pas possible. Donc le chemin de fer, il est obligatoire. C'est des travaux gigantesques avec des tunnels de près de 8 km à certains endroits. Ce qui concerne le port, c'est que désormais, c'est les barges. Nous allons transporter de la bauxite comme on le fait à Bouquet, dans ces plateaux géants au bord, sur le fleuve Moribaya, parce que c'est un bras de mer. Et puis ces barges vont être remorquées en haute mer ou attendre les capesize, et puis on va faire ce qu'on appelle un transbordement. Ça a à la fois aussi un impact très considérable sur l'environnement, mais aussi sur les communautés de pêcheurs dans ces zones-là, puisqu'on a vu aussi l'exemple de Bouquet. Les pêcheurs sont énormément impactés par ce type de transport du minerai. Est-ce que l'abandon du port en eau profonde, du coup, en tout cas, entraîne une réduction du coût du projet? Parce que vous avez parlé dans un premier temps de 15 milliards. Oui, en fait c'est ça. Ce qu'on nous dit officiellement, c'est que l'option du port apparaît à la fois coûteux en termes de financement, mais aussi en termes de temps. Et on a l'impression que les autorités veulent aller rapidement, assez vite, donc il faut abandonner l'option du port. Et normalement, l'arrivée de Rio Tinto aurait pu créer ce qu'on appelle une économie d'échelle, c'est-à-dire renforcer les infrastructures en place et non une réduction du plan initial qui était là avec Winning Consortium. Mais c'est l'inverse. C'est pourquoi c'est très compliqué cette position de Rio Tinto en Guinée. Ils sont là depuis 1997. À chaque fois qu'ils reviennent dans le jeu, c'est plutôt une complexification du processus plutôt qu'une avancée. Qui n'est pas due à eux, mais à la partie guinéenne, c'est ça? Oui, en fait, c'est la nature des négociations en jeu. Vous savez, le Simandou, il y a un enjeu, j'aime bien ce mot, un enjeu géopolitique international très très fort. Bien. Et souvent qu'on ne voit pas très bien en Guinée, parce qu'en fait, derrière Rio Tinto et Winning Consortium, il faut voir la lutte que les États-Unis et la Chine se mènent en terrain guinéen sur cette montagne de fer. Et donc, pour parler au niveau des acquis dont vous parlez tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup de tentatives de réforme. Vous parlez du prix de référence. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs pour le dernier bulletin statistique publié au mois de mars, on a une idée du prix aujourd'hui, par mars 2023. Prix bauxite en Chine, bauxite de la Guinée, c'est $105. La tonne, $105, prix Chine. Par exemple, l'Australie, c'est $48. Donc aujourd'hui, sur le bulletin statistique, on voit apparaître le prix. Reste à savoir, est-ce que ce prix va être appliqué par les entreprises minières ou par les services des impôts pour calculer ce que les entreprises doivent. Quand on sait que les entreprises chinoises se soustraient toujours des réglementations, ils ont cette mauvaise presse-là. Oui, Garay Girassi. Oui, l'une des préoccupations du CNRD dès son avènement au pouvoir, c'était la mise le respect du contenu local. Et dans ce sens, une évaluation ou une vulgarisation, pardon, avait été faite pour justement amener à ce que les entreprises minières mettent en application le contenu local. Est-ce que après cette vulgarisation, on peut dire qu'aujourd'hui la donne a changé ou pas? Oui, non, en fait, il n'y a pas eu pour le moment une évaluation exacte. Il y a eu un processus qui a été entamé avec un cabinet international, mais on n'a pas aujourd'hui une évaluation du niveau d'exécution du contenu, de l'application du contenu local par les entreprises minières. Il y a une loi qui a été votée, mais elle n'a pas été encore vulgarisée. Ça fait partie d'ailleurs de l'une des priorités du département des mines. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut relever, c'est
le suivi de proximité des projets miniers. C'est vraiment un élément très important. Il y a de plus en plus de missions de suivi des projets miniers et même des données plus ou moins très précises sur la situation des projets miniers par ressources. Il y a un service qui s'occupe de cela. Et on a une publication hebdomadaire, en tout cas des statistiques sur la production de la bauxite. Avant, c'était plus ou moins trimestriel. Mais maintenant, chaque semaine, quand vous regardez sur un... Donc, sous le CNRD, il y a cette régularité. Même s'il faut... Il y a quand même un problème de manipulation des chiffres qu'il faut tout de suite relever là. C'est quand vous prenez le dernier bulletin statistique, vous voyez au niveau des Frigia, le chiffre en termes d'emploi, on parle de 3000 emplois, alors qu'en 2020 déjà on était à 1400 travailleurs. Donc comme entre 2020 et 2023 on peut passer de 1400 à 3000 travailleurs pendant que la production a cité. Donc à plus du double. Du double, donc il faut faire attention avec ces chiffres publiés. Il y a une sorte de manipulation quand même des chiffres à ce niveau-là. Et vraiment Lincoln, peut-être avant Lincoln, par rapport aux défis et aux insuffisances, quid de la mise en demeure que le colonel avait faite aux sociétés minières d'implanter, en tout cas de lui faire des propositions par rapport à des raffineries, en tout cas dans le domaine de la bauxite. Oui, c'est vrai. En fait, c'était l'une des grandes annonces à l'arrivée du CNRD. C'était cette question de la transformation de nos ressources minières. Mais il y a eu plusieurs obstacles qui ont heurté, en tout cas qui ont adouci la mise en œuvre de cette réforme. Normalement, d'abord, c'est l'obstacle juridique. Les entreprises minières ont brandi des conventions, en tout cas qui les permettaient de contourner plus ou moins cette obligation. Je prends le cas de GAC. C'était un projet de raffinerie au départ. Mais ils ont reçu par des avenants à passer de raffinerie à un projet de bauxite, en tout cas au niveau de différentes étapes. Et donc aujourd'hui, il y a aussi la question technique, c'est-à-dire la question énergétique, qui a été aussi un obstacle majeur, mais aussi à la question des financements. Donc à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'obstacles qui n'ont pas permis, en tout cas selon le calendrier fixé par le gouvernement, de réaliser ces questions de raffinerie, et donc plus ou moins c'est en train d'être enterré. Il y a aussi la question en fait de la mobilisation et de la gestion des ressources ici du secteur minier. Quand vous prenez la question du FODEL, c'est un paiement local, c'est-à-dire c'est un paiement des entreprises au niveau des collectivités locales. Donc avant l'arrivée du CNRD, il y avait des fonds dans les comptes FODEL, et c'était des milliards qu'il y avait dedans. Et depuis 2021, les entreprises ont continué régulièrement à payer dans les comptes FODEL. Moi personnellement, je fais souvent le suivi de ces paiements. Aujourd'hui, on est à près de 300 milliards. 300 milliards de francs payés par les différentes entreprises, puisqu'elles publient les paiements dans la presse. Personne ne sait aujourd'hui la situation de ce montant, où il se trouve, dans quel compte, comment on les utilise. On sait quand même que le ministère de l'administration du territoire a récupéré la gestion de ce fonds FODEL, mais personne ne sait exactement. Ça là où on est en train de parler de près de 30 millions de dollars. Pour lequel personne n'a une lecture claire. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui avaient géré antérieurement ces fonds FODEL-là, qui étaient dans ce qu'on appelait à l'époque le comité de supervision, sont aujourd'hui les mêmes qui sont à la tête du MATD. Comment ils vont auditer leurs passifs? Donc ils travaillent avec le ministre de l'administration du territoire. C'est notre problème, ça. Oui, dans le contexte actuel de l'œil d'analyste que vous êtes, est-ce qu'il est objectif pour le pays d'aller vers l'implantation de ces raffineries dans le pays? Est-ce que le contexte s'y prête? Oui, alors vous savez, c'est une question très complexe parce que les raffineries, vous savez, c'est un enjeu de souveraineté pour la Guinée, c'est un enjeu industriel, mais aussi c'est un enjeu économique parce que derrière, il y a de l'argent, il y a des revenus qui augmentent. Mais vous savez, pendant très longtemps, cette question des raffineries s'est heurtée à plusieurs difficultés, et cela ne date pas de l'ère du CNRD. D'abord, la difficulté juridique que je mentionnais tantôt, parce que dans les conventions, les entreprises disent souvent, au moment opportun, nous allons étudier les possibilités de développer des raffineries. Donc, c'est très subtil après d'échapper pour dire que les conditions ne s'y pas. Après, il y a la question énergétique, mais aussi il y a la question géopolitique qui est là. Parce que vous allez voir, la plupart de ces entreprises ont leur propre raffinerie. Donc, est-ce qu'elles vont construire des raffineries en Guinée? Peut-être cela reviendra à fermer les autres raffineries. Vous avez vu le cas de GAC, elle a sa raffinerie à Dubaï. Si elle construit une en Guinée, elle va fermer celle de Dubaï. Alcoa, si elle construit une raffinerie à Kamsa, elle va fermer celle qui est aux États-Unis. Donc, vous avez vu, il y a la cartographie même, il y a la structure de cette industrie à l'international qui n'est pas très en avantage à la Guinée. Mais c'est une question qu'il faut aussi pousser. Il y a la question même du cadastre minier, parce qu'on nous a annoncé ici un assainissement. Mais en fait, je pense que c'est plus une communication politique parce que quand vous regardez
les permis qui ont fait l'objet de retrait, c'est des permis de recherche qui étaient pratiquement caducs, c'est-à-dire dont la date d'expiration était arrivée. Donc pratiquement c'était normalement un processus automatique, on n'avait pas besoin de faire une communication autour de ça, c'est un processus automatique. Lorsque vous avez un permis de recherche qui date de 3 ans, au bout de 3 ans, vous ne faites pas d'activité, le permis il est caduc. Assainissement en trompe-l'œil. Oui, dernière question, Lincoln. En dépit des acquis, qu'en est-il aujourd'hui des défis et les insuffisances? Oui, moi je pense que le principal défi dans les réformes annoncées, c'est la transparence et l'inclusivité dans le processus. On a l'impression que dans le secteur minier, il y a plus une démarche très solitaire du gouvernement, c'est-à-dire quand on prenait la question du prix des référents, on prenait la question des raffineries, et même la question du Simandou, un tel projet qui a une envergure nationale demande une certaine adhésion des forces vives, notamment la société civile et les communautés. Et donc si vous vous réunissez au niveau du palais là-bas, en 3 ou 4 personnes, vous signez un tel projet d'une telle envergure, et qui, sans tenir compte de l'opinion, de l'adhésion même des communautés, vous savez, il y a une forte dimension foncière autour du Simandou quand vous prenez les zones comme Beila, Kirwani, c'est des dizaines, des centaines d'hectares qui vont faire l'objet d'expropriation. Donc la question du contenu local et tout le reste. Voilà, donc et aussi la question environnementale. Donc c'est extrêmement complexe, il faut faire une démarche pédagogique qui consiste à informer, à sensibiliser, à faire adhérer les forces sociales, notamment la société civile, à ce projet-là. Donc je pense que ça a été un élément qui a beaucoup joué contre ces réformes-là, mais il y a aussi la question de la transparence des contrats signés. Vous savez, la Guinée, pendant le passé, avait obtenu le meilleur score en termes de publication des contrats. On avait obtenu la note de 100. C'était d'ailleurs la plus haute note par le passé en termes de publication des contrats. Depuis 2020, lorsqu'il y a eu la dernière évaluation UTA, on est passé de 100 à 60 points. À date. Oui, on a perdu 40 points. Et là, déjà encore, on a beaucoup d'autres accords signés sous l'RNCNRD, mais on ne peut pas entendre parler de publication de ces accords. Donc, ce jeu, je parlais plutôt des fonds FODEL, des fonds en Afrique qui sont gelés. Personne ne sait exactement quelle est la situation de ces fonds-là. D'ailleurs, on a appris qu'une partie des fonds en Afrique ont servi à payer les contractuels dans le cadre. Et ça, ce n'était pas d'ailleurs l'objectif de ces fonds-là. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est un détournement d'objectif. Donc, cette question de transparence est un problème sous la gouvernance. Donc, secteur minier, 2 ans, bilan négatif ou positif ou bilan mitigé? Un bilan mitigé, beaucoup d'annonces, quelques résultats, mais aussi beaucoup d'insuffisances et de limites en termes de transparence, mais aussi en termes d'inclusivité dans les démarches. Bien. Omar Totia Bari, spécialiste des questions minières, merci une fois encore pour votre disponibilité. Notre émission Grand Jugement, il est toujours le consultant de cette émission et continuera à donner les détails de ces 2 ans de bilan. Merci de rester dans vos positions d'écoute. On reste là et nous sommes là jusqu'à midi, bien entendu. Aliouba, Aloussène Makanera Kake et Sekou Kounono interviendront successivement.